Le 1er avril 2013, le téléphone sonne sur le bureau d'une journaliste canadienne. Elle s'appelle Robin Doolittle. Et au bout du fil, une voix complètement anonyme lui lâche une bombe. Un truc qui semble tout droit sorti d'un très mauvais scénario hollywoodien. Ouais, le genre de coup de fil qu'on reçoit pas tous les jours. Surtout un 1er avril. Exactement. L'homme affirme détenir une vidéo du maire de Toronto, donc on parle quand même de la quatrième plus grande ville d'Amérique du Nord, en train de fumer du crack. Et vu la date, le premier réflexe, c'est de penser à un canular. Ah bah c'est sûr. Une blague de très mauvais goût, un poisson d'avril particulièrement osé concernant un politicien de ce calibre. Sauf que, en fait, la voix au bout du fil lâche pas l'affaire. L'homme commence à donner des détails, des descriptions d'une précision chirurgicale, genre sur la pièce, l'éclairage, les gens présents et surtout l'attitude du maire. Et c'est là que ça devient troublant. C'est ça résonne avec une authenticité impossible à feindre. La journaliste raccroche, elle regarde son calendrier et elle réalise avec un petit coup de froid que c'est pas une blague, c'est le début d'un séisme médiatique mondial. Le point de départ d'une affaire totalement hallucinante. Et c'est justement ce qu'on va explorer aujourd'hui dans notre plongée en profondeur. On va décortiquer cette histoire phénoménale. Et pour ça, on s'appuie sur deux sources vraiment riches. D'abord, un grand format du média Block News, publié en avril 2026, dans leur fameuse série Bad Buzz. Une excellente série d'ailleurs. Oui, très fouillé. Et ensuite, le documentaire Netflix de 2025, Trainwreck, Mayor of Mayhem. Et je pense que c'est important de préciser d'emblée que notre mission aujourd'hui, c'est pas juste de raconter un fait divers croustillant sur un maire qui dérape. Ce qui rend cette histoire incontournable, c'est que l'affaire Rob Ford, elle est notée 10 sur 10 sur l'échelle du bad buzz par les analystes. Rien que ça. Bah ouais. Et surtout, elle a littéralement redéfini les règles de la communication de crise. C'est un peu le moment exact où la politique spectacle moderne, enfin ses fondations ont été posées, quoi. Complètement. Mais avant de plonger dans les détails, je tiens à faire une petite mise au point indispensable pour ceux qui nous écoutent. L'article de Block News et le documentaire font souvent un lien direct entre les méthodes de Rob Ford et des mouvements politiques qui sont arrivés après. Donald Trump ou le Brexit, par exemple. Voilà, mais attention, ils ne font aucun jugement de valeur là-dessus. Et nous non plus d'ailleurs. Ah, absolument pas. C'est une analyse purement structurelle, en fait. Le but ici, c'est pas de dire qui a tort ou qui a raison entre la droite ou la gauche. On soulève le capot de ce moteur populiste et on regarde juste comment tournent les rouages. La mécanique de communication à l'état pur. Exactement. Peu importe l'autocollant sur la carrosserie, on regarde le comment, pas la couleur du bulletin de vote. Donc, pour comprendre comment on en arrive à avoir un maire en exercice filmé avec une pipe à crack, et comment ce type survit à ça, faut regarder le terreau de base. Il faut qu'on parle de Toronto en 2010. Ouais, parce que c'est pas juste une grande ville, c'est une métropole qui est profondément fracturée à cette époque. C'est ça, on a presque deux mondes qui cohabitent, mais qui se parlent pas. D'un côté, on a le centre-ville. C'est le Toronto hyper progressiste, urbain. Les détracteurs disent qu'ils sont un peu déconnectés, tu vois. C'est les tramways, les pistes cyclables, le yoga. Une politique très lisse. Et puis dès qu'on s'éloigne un peu, on tombe sur les immenses banlieues qui ont été fusionnées avec la ville, genre Etobicoke ou Scarborough, et là, le quotidien a rien à voir. Rien du tout. Là-bas, c'est le royaume de la voiture. Les gens sont coincés dans les embouteillages, ils payent des taxes foncières qui n'arrêtent pas de grimper. Et surtout, il y a ce ressentiment. Cette impression hyper palpable d'être ignoré et pris de haut par les élites de la mairie. C'est le climat parfait pour l'émergence d'un gars comme Rob Ford. Il est conseiller municipal d'Etobicoke depuis les années 2000. Et il est l'antithèse absolue du politicien de centre-ville. Physiquement, politiquement, tout. Un homme assez corpulent, très bruyant, et qui mène une vraie croisade anti-establishment. Son grand truc, son cheval de bataille, c'est d'arrêter le Gravy Train. C'est comme ça qu'il appelait le gaspillage de l'argent public parce qu'il considérait être une élite corrompue. Et ce qui est fou, c'est qu'il incarne cette rupture dans son quotidien. Les archives du documentaire Netflix sont ouf là-dessus. Son bureau à la mairie, il sentait la friture. Il donnait son vrai numéro de téléphone personnel aux électeurs. Oui, s'il y avait un nid de poule dans une rue, il n'envoyait pas un mail à une commission, il prenait sa voiture le soir et il allait voir le trou lui-même. C'était du brut. Ça me fait penser à une analogie. Je suis persuadée que pour ses électeurs, Rob Ford, c'était un peu un pare-choc humain.
Un pare-choc humain. Hein. Imagine un énorme pare-choc en métal brut sur un 4x4. Son apparence, on s'en fout, qu'il soit cabossé, rouillé, pas élégant, c'est pas le sujet. Sa seule fonction, c'est d'encaisser les chocs à la place des passagers. Et Rob Ford, il encaissait les coups pour cette classe moyenne de banlieue face aux attaques du centre-ville. C'est très bien vu. Et il faut dire qu'il était déjà bien cabossé. Son passif, avant même d'être maire, était désastreux. Une arrestation pour conduite en état d'ivresse en Floride dans les années 90, des propos racistes et homophobes documentés. Et pourtant, en 2010, il est élu maire avec une avance mais écrasante. Ouais, ça défie la logique politique classique. Comment un passif pareil, qui aurait explosé la carrière de n'importe qui, n'a eu aucun effet sur sa base d'âne? En fait, l'analyse de Block News l'explique par la psychologie politique. C'est le concept de dissonance cognitive et de polarisation négative. Ford, il a compris très tôt qu'il fallait diaboliser la presse. Il a inversé la perception. Il a retourné le problème? C'est ça. Pour ses électeurs, ses défauts évidents, c'était pas des faiblesses, c'était les preuves de son authenticité. Si les journaux de la ville l'attaquaient, ça prouvait juste qu'il dérangeait le système en place. C'est un mécanisme de défense psychologique incroyable. Si un électeur de la banlieue admet que son maire est nul, ça veut dire donner raison aux intellectuels du centre-ville qu'il déteste. Donc, pour protéger leur fierté, il redouble de soutien. C'est l'armure populiste par excellence. Mais même la meilleure armure a un défaut. Et là, ça n'a pas été un grand reportage d'investigation qui a percé la carapace. C'est une technologie hyper banale. La caméra d'un smartphone. Exactement. On bascule en février 2013. Dans un salon privé d'Etobicoke, un certain Mohamed Siad, lié au gang des Dixon City Bloods, sort son téléphone en cachette. Et une film, 90 petites secondes. 90 secondes où on voit très clairement ce maire de forte corpulence fumer de la drogue avec une pipe en verre. Et c'est cette vidéo qui va déclencher la tempête. Quelques mois plus tard, en mai, la journaliste Robin Doolittle arrive à voir la vidéo sur un téléphone dans un parking souterrain. Très ambiance film noir pour le coup. Totalement. Et elle dit plus tard que c'était d'une évidence aveuglante. C'était lui, aucun doute. Sauf que, gros problème, les mecs veulent vendre la vidéo. Et ils demandent 100 000 $. Et là, on frappe le mire de l'éthique journalistique canadienne. Les médias traditionnels ne peuvent pas payer pour des infos, et encore moins donner 100 000 balles à un gang. L'enquête est coincée. Jusqu'à ce qu'un site américain entre dans la danse. Gawker. Eux, ils s'assoient sur l'éthique traditionnelle et ils lancent une campagne de financement participatif. Le fameux crack starter. Mais attends, il faut qu'on s'arrête 2 secondes là-dessus. Un média qui lance une cagnotte en ligne pour acheter une preuve incriminante. C'est fou, non ? L'actualité devient un jeu interactif. C'est de la gamification pure et dure de l'information. Le public se contente plus de lire, il finance la chute d'un politicien. Ils visaient 200 000 $ et ils les ont eus. Succès fulgurant. Sauf que, et c'est le comble, cette médiatisation massive fait paniquer le gang. Il se cache et la vidéo disparaît. Gawker a l'argent, mais le vendeur s'est volatilisé. Du coup, comment la vérité éclate si la preuve a disparu ? L'affaire sort du cadre médiatique pour devenir une énorme affaire criminelle. La police de Toronto bossait déjà sur une grosse opération anti-gang, le Project Traveler. En juin 2013, perquisition massive. Et ils trouvent quoi ? Au milieu des armes et de la drogue, ils tombent sur un ordi portable. Ils le fouillent, ils trouvent un fichier effacé, ils le restaurent et bam, c'est la vidéo. Et il faut bien préciser qu'à ce stade, juridiquement parlant, le maire n'est pas la cible de la police. Il est techniquement victime de tentatives d'extorsion. Oui, mais son entourage est en panique totale. Surtout Sandro Lisi, son chauffard et homme à tout faire. Il fait tout pour récupérer la vidéo avant la police. Les sources parlent de menaces, d'intimidation et même d'offres de drogue en échange de la clé USB. Et la réaction de la police de Toronto face à ce chauffeur, elle est démentielle. Je veux vraiment insister là-dessus pour que notre audience mesure le truc. La police a littéralement loué un avion Cessna. Ils ont fait tourner un avion au-dessus de Toronto pendant des semaines entières, juste pour filer la voiture de Sandro Lisi, parce qu'il semait les flics en voiture banalisée. Un avion, ouais. On sort des moyens de contre-espionnage dignes d'un film de James Bond pour suivre le chauffeur d'un maire empêtré dans une affaire de quartier haut. C'est absurde, c'est totalement absurde. Et ça souligne un point crucial du papier de Block News. Ils appellent 2013 l'année zéro de la surveillance citoyenne. L'année zéro, oui. Avant ça, les politiciens avaient des vies doubles, des addictions, des secrets. Mais sans les smartphones, ça restait caché dans les salons. Là, l'écosystème a changé. Un type avec un téléphone dans un appartement minable a forcé une ville de plusieurs millions d'habitants à mobiliser des avions de surveillance.
La frontière vie privée-vie publique, elle a tout simplement explosé. Et face à ce rouleau compresseur, la police qui a la preuve, les hélicos, les médias, la règle d'or politique, c'est la démission directe. C'est le manuel de survie classique, oui. Tu t'excuses, tu parles de passer du temps en famille, et tu disparais. Mais Rob Ford, fidèle à son image, il déchire le manuel. Il opte pour la stratégie du déni le plus agressif possible. 6 mois de mensonges frontaux. Entre mai et novembre 2013, il bouge pas d'un millimètre. Il regarde les journalistes dans les yeux et il lâche des « c'est absolument faux, c'est ridicule » ou encore plus précis « je ne consomme pas de crack ». Il invente presque le concept de fake news avant que ça devienne à la mode, non? Exactement. Il accuse la presse de fabriquer des mensonges pour le détruire. Et ça dit que tient bon. Enfin, jusqu'en novembre 2013, quand le chef de la police fait une conférence de presse. Il confirme que la police a la vidéo et il ajoute qu'il est déçu. Le coup de grâce. Toute la ville retient son souffle. Le 5 novembre, Rob Ford descend voir la meute de journalistes. Pas de pupitre, pas de notes. Et là, il lâche la bombe mondiale. Oui, j'ai fumé du crack. Un aveu frontal. Mais ce que les experts en communication retiennent, c'est ce qu'il dit juste après. Oui, les mots sont hallucinants, il dit. Suis-je un toxicomane? Non. Et il enchaîne avec probablement dans un de mes états de stupeur alcoolique, en disant que ça s'est passé probablement environ il y a un an. C'est un cas d'école de désamorçage. Avec le mot probablement, c'est fou. Ouais, il fait 3 choses. 1. L'aveu brut tue l'investigation, il n'y a plus de scoop. 2. Il refuse l'étiquette d'addict pour pas être stigmatisé. Et 3. Avec ce fameux probablement, il réduit la consommation de drogue dure à un simple trou de mémoire après une soirée trop arrosée. Alors là, je fais l'avocat du diable une seconde. Est-ce qu'on lui donne pas trop de crédit en appelant ça une stratégie redoutable? On parle d'un type qui a l'air vraiment malade, acculé, qui voit sa vie s'écrouler en direct. Dire que c'était un coup de com' de génie, c'est pas un peu poussé? C'est une super nuance. En fait, c'est pas une stratégie calculée avec des consultants en crise. C'est purement instinctif. C'est l'instinct de survie d'un populiste. Il connaissait sa base sur le bout des doigts. Il réagissait avec ses tripes? Voilà, en refusant de s'excuser comme un politicien classique, il transformait sa déchéance en preuve d'humanité. Le message, c'était « je fais des erreurs énormes, je suis brisé, mais au moins je vous mens plus et je me bats toujours contre le système ». Et le pire, c'est que ça marche. Le conseil municipal le dépouille de ses pouvoirs, bien sûr, mais dans les sondages d'opinion, juste après l'aveu, il reste entre 38 et 44% d'approbation. Près de la moitié de la ville. La polarisation était tellement forte que le scandale est devenu son carburant. Plus les médias criaient à la démission, plus ses partisans se sentaient persécutés avec lui. Et le chaos s'arrête pas là. D'autres vidéos fuitent, on le voit hurler des menaces de mort en étant ivre, et puis l'apogée du surréalisme viral. Il est accusé de harcèlement sexuel par une ancienne collaboratrice, et en direct à la télé, pour se défendre, il sort une phrase qui devient un mème instantané. Ah oui, cette fameuse phrase. Il dit, en gros, je suis heureusement marié, j'ai largement de quoi manger à la maison. C'est la destruction totale de toute décence publique. Il essaie de nier une agression et il utilise une métaphore hyper vulgaire, dégradante pour sa propre femme, devant des millions de personnes. Là, on est en pleine hallucination collective. Tous les animateurs américains, de Jon Stewart à Jimmy Fallon, s'en donnent à cœur joie. Toronto devient la blague du monde entier. Mais, et c'est ce que montre bien la réalisatrice Sian Brown dans son documentaire, derrière les rires, il y a une vraie tragédie humaine. Complètement. Le cirque médiatique a caché un drame médical grave. En septembre 2014, alors qu'il fait campagne pour être réélu l'air, paf, diagnostic de liposarcome, une tumeur abdominale rare et agressive. Il doit se retirer de la course principale. Il va en réhab, il admet qu'il a besoin d'aide. Et malgré ça, depuis son lit d'hôpital, avec la chimio, il se présente comme simple conseiller dans son quartier d'Etobicoke et il gagne haut la main. Il décède finalement de ce cancer en mars 2016. Il avait que 46 ans. Et la réflexion éthique du docu de Netflix de 2025 est super poignante là-dessus. Oui, la réalisatrice nous questionne sur notre complicité. On a regardé un homme souffrant de graves problèmes d'addiction s'effondrer en direct, sans aucun filet. Est-ce qu'aujourd'hui, avec notre sensibilité sur la santé mentale, on en ferait un sujet de blague chez Jimmy Fallon? C'est vraiment le syndrome de l'accident de voiture. Sur l'autoroute, il y a un crash, tu sais que c'est glauque de regarder, mais tu ralentis quand même. Le monde entier a ralenti pour regarder Rob Ford. Parce qu'il refusait la honte.
C'est fascinant. Et cet attachement viscéral de sa base, il a laissé des traces. Un stade porte son nom à Etobicoke. Et surtout, son frère, Doug Ford, qui l'a soutenu tout le long, a repris le flambeau. Il est devenu Premier ministre de l'Ontario en 2018, la province la plus puissante du pays. Ce qui amène la conclusion implacable de l'article de Block News. Rob Ford, ça a été un laboratoire à ciel ouvert. Il a prouvé qu'en méprisant les médias, on se crée un bouclier en titane. Être pris la main dans le sac n'est plus mortel. Non, ça nourrit la machine. La honte, qui détruisait les carrières avant, est devenue une arme de ralliement. C'est la grande leçon de cette histoire. Un simple fait divers dans une banlieue canadienne est devenu le brouillon d'une nouvelle ère politique. Nier l'évidence, opposer le peuple aux médias, refuser de céder face aux faits. Tout ça a été testé pendant ces 6 mois de chaos à Toronto. C'est pour ça qu'il faut garder l'œil ouvert aujourd'hui. Ces stratégies de polarisation sortent pas de nulle part. Si on maintient le cap avec assez d'aplomb, le public finit par s'épuiser et ne s'indigne plus. C'est clair. Et je voudrais laisser ceux qui nous écoutent sur une petite réflexion qui donne un peu vertige, je trouve. Si un scandale avec des preuves accablantes ne brise plus une carrière, mais la transforme en série Netflix à succès, est-ce que la frontière entre gouverner et divertir existe encore? C'est une sacrée question. On a l'impression que l'arène politique est devenue une succursale de la télé-réalité où le seul crime impardonnable, c'est d'être ennuyeux. Si le chaos devient la norme pour fidéliser les gens, alors oui, le système immunitaire de nos institutions est sérieusement attaqué. On va méditer là-dessus. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration vertigineuse. On se retrouve très vite pour décortiquer ensemble un nouveau dossier énigme.